Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'Agora est heureuse de vous accueillir pour sa dernière conférence de la saison 2016-2017. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à notre tribune Nicolas Hulot. Président de la Fondation pour la Nature et l'Homme, Nicolas Hulot est connu pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement et la sensibilisation du public aux questions environnementales. Il lance, en 2006, le Pacte écologique, une proposition pour le développement durable destinée aux candidats de la présidentielle de 2007. Nicolas Hulot s'est également engagé en politique. Conseiller de plusieurs hommes politiques tels que Laurent Fabius ou encore Jacques Chirac, il a refusé en 2002 le poste de ministre de l'écologie. Il envisageait également de se présenter aux présidentielles de 2007, afin de recentrer le débat sur les questions écologiques, mais il se retire après la signature du pacte écologique. Il se présente aux primaires présidentielles des Verts en 2011, mais il est battu par Eva Joly. Il y a quelques semaines, Nicolas Hulot a lancé un appel aux solidarités qui rassemble près de 140 associations, dont Greenpeace, Emmaüs ou encore Action contre la faim. Ce projet a pour vocation d'œuvrer contre la pauvreté et les conditions de vie indignes, pour la protection de la planète et la solidarité internationale. Avant de laisser place au débat, l'Agora souhaite remercier l'EDEC, la Régie et l'équipe des appariteurs pour leur aide logistique. L'Agora souhaite également remercier ses partenaires, le Crédit du Nord, Grand Lille TV, le Journal des Grandes Écoles, CNews Matin, la Croix du Nord, le Feuret du Nord, ELDEC France et Excodeway pour leur confiance. Je vous prie à présent d'accueillir Monsieur Nicolas Hulot. Bonsoir, Monsieur Hulot. Bienvenue à l'EDEC et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer le débat, nous allons laisser Ambroise délivrer notre traditionnel billet d'humeur, puis nous diffuserons un micro-trottoir qui donnera un aperçu de la réaction des Lillois face au lancement de l'appel des solidarités. Le Hulot, une sous-espèce du Nicolas, aussi connu sous le nom Domini, Ecologicae, Perdere, Evae, Ioliae, est un animal craintif, solitaire et nyctalope. Tapi, dans l'ombre, comme le Bernard, il ne sort que pour ululer son appel à la solidarité. Il entretient une relation particulière avec un autre de ses congénères, le Sarkozy, qui partage avec lui l'amour pour les brunes. Les bières, évidemment, pas les femmes. Nous avons d'ailleurs pu capturer cette photographie inédite. Pendant la saison des amours, Nicolas, celui de droite, pas celui de gauche, cherche à attirer dans son piège Nicolas, celui de gauche, pas celui de droite. Pour ce faire, il capte son attention avec son signe distinctif bien connu d'Amel Bent lorsqu'elle vise la Lune, le doigt levé. Mais notre reportage animalier ne se termine pas ici, car à moins d'une semaine du premier tour des présidentielles, nous avons suivi avec attention et passion les meetings des différents candidats. Un véritable troupeau de chèvres pour ce qu'il en est. Si certains ont bien compris le principe du Hulot, d'autres oublient qu'il est déjà trop tard pour être noté présent et que 2 fois 0 fait toujours 0. On m'avait dit, tu verras, pour trouver Marine, c'est très simple. Après la sortie du métro, tu prends à droite, puis encore à droite. Mais le problème avec ce genre de chemin, c'est qu'on finit vite par tourner en rond. D'ailleurs, ici à la rédaction, nous avons été choqués de voir la ressemblance avec son congénère d'outre-Atlantique. Bref, vous l'aurez compris, Monsieur Hulot, vous êtes un exemple pour nous. 2e au Paris-Dakar, comme aux primaires. Vous obtenez récemment votre Graal,
en devenant successivement plagiste, moniteur de voile, serveur, photoreporter. Tout ça pour terminer officier de l'ordre du Grand Lion du Sénégal. Dans la même lignée, et à l'instar de Scar avec Mufasa, vous avez lâché la gauche. Peut-être pour voler de vos propres ailes. Vous avez toujours refusé le poste de ministre de l'écologie, préférant à la place prendre des congés payés à Ushuaïa. Ah, la nature, ces insectes, ces oiseaux. Ah. Ceci fait, reprenons. Paraîtrait-il d'ailleurs que vous ne soutenez aucun candidat. Mais je crois que tous ici connaissons la langue de bois des politiciens. Nous savons pertinemment que vous nous mentez, monsieur Hulot. Certes, les écolos sont censés être de gauche. Alors autant vous dire que venir dans une école de commerce face au suppôt du capitalisme, c'est rendez-vous en terre inconnue. Pourtant, notez tout de même qu'ici aussi la solidarité a sa place, ainsi que l'écologie. Par exemple, mes amis vont voter Fillon, le candidat de la farine bio et écologique, évidemment. Et pourtant, ce François-là, il est loin d'être de gauche, même s'il l'est un peu, gauche. Quant à moi, je suis un petit peu de droite, un petit peu de gauche, je suis un petit peu de tout, écoutez, je suis comme Macron. Eh bien, la solidarité, c'est quelque chose de très important pour moi. Par exemple, je n'hésite pas à faire du covoiturage avenue du peuple belge, et en hiver, je n'hésite pas à laisser les fenêtres ouvertes pour chauffer les rues. C'est très important. Plus sérieusement, espérons que ce nouveau mouvement des solidarités n'aura pas le même destin que celui de votre film, Le syndrome du Titanic, dont les injustes résultats au box-office ont fait de votre titre une prémonition. Vous revenez en terre promise, ici, dans votre ville natale, Lille évidemment par Roubaix. Peut-être aussi réussirez-vous à empêcher la montée des eaux, voire à séparer la mer en deux. Éviterez-vous à Lille de devenir une île? Pour conclure, monsieur Hulot, vous avez dédié une bonne partie de votre vie à l'écologie et à la solidarité. Nous comptons sur vous pour garder les yeux grands ouverts, tel votre animal totem, afin de veiller sur l'avenir. Et ça, c'est chouette. Waouh, belle question. La solidarité, c'est quoi pour moi? Je pense que c'est l'entraide entre individus. La solidarité, je dirais que c'est une question humanitaire. La solidarité, c'est s'entraider. C'est à peu près tout pour moi. La solidarité. L'entraide. L'entraide des personnes entre eux. Enfin, les gens qui s'aident. Ouais. C'est être présent pour les autres, pas en quelque sorte essayer d'aider au maximum avec les moyens qu'on a, quoi. Les plus faibles se font aider par les plus forts, et comme ça permet de vivre ensemble. Prendre soin des autres. C'est partager ce qu'on a avec ceux qui en ont besoin. Faire attention aux gens qui nous entourent, je pense que c'est important. Aucun. En fait, je sais pas. Je me suis pas personnellement tellement intéressé au programme des candidats, mais je dirais Mélenchon. Oula, alors là, actuellement, j'en sens pas. Le candidat actuel, je dirais volontiers que je suivrais un peu Nicolas Hulot aussi. Beaucoup de candidats qui se revendiquent de l'écologie. Pour moi, celui qui représente le plus, c'est Mélenchon. Je trouve que tous ceux de Mélenchon à Nathalie Arthaud, il y a vachement une prise de conscience écologique qui fait partie intégrante de leur programme qui est vachement intéressante. C'est un petit peu à la mode, on va dire peut-être Emmanuel Macron, peut-être il va être plus écolo. Alors là, je suis pas du tout là-dessus, moi, non. Je pense que, moi j'ai une vision de l'écologie qui devrait être intégrée chez tous les candidats. Donc j'ai pas vraiment de réponse à vous donner parce que je trouve qu'il n'y en a pas un qui y pense, tout simplement. Au présidentiel? Aucun. Aucune idée. On n'est pas du tout calé. Ushuaïa.
bagarreur, visionnaire et porteur d'idées. J'en ai aucune idée, je le connais pas ce mec. Bah écologie. Hein. Je dirais Oui, écolo. écolo, bien sûr. Ouais. J'allais dire Ushuaïa, celui qui représente le plus en France l'écologie. Pas dans le parti écologique. Avec des photographies principalement et des images de la Terre. Écologie, non. Des reportages grandioses. Par contre, sur son engagement politique, j'étais un peu déçu de son engagement politique parce que je crois qu'il n'a pas été au bout. Je trouve que c'est un utopiste et on en a besoin. Je pense qu'il avait des choses à dire. Ouais, moi, ça me fait quand même assez peur. Oui, et je pense qu'on n'en prend pas assez conscience. Bah ouais, vraiment qu'on se bouge le cul quoi et qu'on s'y mette vraiment parce que là c'est un peu catastrophique en ce moment. Pas vraiment. Un peu. Non, j'ai pas trop peur, non. Parce que je serais mort avant que ça arrive, je pense. Bah, peur pas vraiment parce qu'il est là, donc en avoir peur ça sert à rien, mais il faut le prendre en compte et essayer de faire quelque chose pour voir comment on peut le gérer, le réduire si possible. Oui, j'ai peur comme tout le monde. Oui, j'ai surtout peur pour mes enfants. Voilà. Bonsoir monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous auriez une réaction par rapport au micro-trottoir ou au billet d'humeur que vous venez d'entendre? Oui, j'en aurais. D'abord, bonjour et merci de m'accueillir. Oui, j'en aurais. Je vois bien sur le sujet, par exemple, des changements climatiques. La dernière phrase, quand ça nous arrivera, je serai mort. Je comprends que la personne réponde ça parce que ici, très sincèrement, à Lille, à Paris, à Nice, à Marseille, ça reste un sujet abstrait. Mais quand on sait que chaque année, le changement climatique jette sur les chemins de l'exode entre 20 et 30 millions de personnes, c'est-à-dire 3 fois plus que pour les conflits, quand on sait qu'au moment où on parle en Colombie ou au Pérou, des centaines de personnes ont décédé à cause des inondations, quand on sait simplement que chez nous en France, là, au moment où on parle, les paysans partout en France disent qu'ils n'ont déjà plus assez d'eau alors qu'on est encore au printemps, enfin on est même au début du printemps. Malheureusement, pour ne parler que de cet aspect de la crise écologique, le changement climatique nous impacte déjà. Il impacte dans le monde entier par ce qu'on appelle la multiplication des événements climatiques, c'est-à-dire des typhons, des périodes de sécheresse, des inondations. Eh bien, il impacte des hommes, des femmes et des enfants qui subissent les conséquences d'un phénomène qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, mais malheureusement, ces hommes, ces femmes et ces enfants, eux, ils en subissent les effets secondaires. Et puisqu'on parle de solidarité, eh bien, comment imaginer un monde solidaire quand on fait subir à des gens qui sont déjà en situation de vulnérabilité les conséquences d'un mode de développement qui parfois s'est même fait sur leur dos. Ça, ce monde-là, il n'est pas tenable. Vous avez récemment lancé un appel, l'appel des solidarités, soutenu par près de 140 ONG et associations. En voici la vidéo de présentation. Si vous pensez qu'on devrait tous avoir accès à l'éducation, aux soins, à l'emploi, au logement, à une alimentation saine, si vous préférez construire des ponts plutôt que dresser des murs, si vous vous souciez du monde que vous laissez derrière vous, alors répondez présent à l'appel des solidarités et un avenir plus solidaire devient possible. Répondez présent par SMS au 32 32 1 et sur appeldessolidarités.fr. Est-ce que vous pourriez nous parler quelques minutes de cet appel? Oui, même quelques heures, si vous avez le temps. D'abord, le message que l'on porte avec ces 140 ONG, qui sont d'une diversité inédite dans un tel rassemblement, qui va nous porter, je ne sais pas où, mais en tout cas, bien au-delà des élections présidentielles, c'est que la solidarité,
chacun en donnait tout à l'heure sa définition. Moi, je vais donner la mienne, c'est l'antidote à la guerre. Si on ne construit pas un monde solidaire, on ira dans un monde de plus en plus violent. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que la solidarité, telle que nous le pensons tous ensemble, ça n'est pas une option, mais c'est une condition? Pourquoi est-ce que la solidarité, ce n'est pas simplement une question d'éthique ou de morale? Qui serais-je pour venir faire des leçons de morale ici ou nous culpabiliser? Je veux simplement comprendre, et après je vous dirai quel est l'objectif de cet appel des solidarités, mais le premier objectif, c'est justement de convaincre que si on ne construit pas un monde qui soit plus solidaire, plus équitable, pas simplement sur un plan économique, on va aller dans un monde qui va nous échapper. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Peut-être que vous ne l'avez pas vu changer parce que ça vous paraît la norme, mais moi je l'ai vu changer, c'est qu'en l'espace de quelques décennies, le monde s'est connecté. Sous la force de la mondialisation et grâce à la technologie, notamment à Internet, au téléphone portable, à la mobilité, le monde s'est connecté, mais il ne s'est pas relié. Il s'est connecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conséquence de la mondialisation telle qu'elle s'est opérée, au lieu de gommer les différences, de réduire les inégalités, elle n'a eu qu'un seul effet, elle a confronté les inégalités. Elle les a exposées au grand jour. Et en quoi est-ce que ça change les choses et que ça déplace ce sujet d'une question morale à une obligation comme une loi physique qui pèse sur nos épaules? Je prends un simple exemple. Tous les jours, vous avez 15 000 enfants en Afrique qui meurent d'une maladie dont on a le remède ailleurs. Pour la femme qui va perdre son enfant, tant qu'elle ne sait pas que si son enfant était né de l'autre côté d'un mur, d'une frontière, d'un fleuve ou d'un océan, son enfant s'en sortirait. Tant qu'elle ne le sait pas, elle met ça sur le compte de la fatalité. Et elle s'incline. Quand elle découvre, parce que maintenant tout se voit et tout se sait, que simplement parce que son enfant est né au mauvais endroit, il n'a pas la même valeur, il n'a pas la même attention, il n'a pas la même estime, qu'elle découvre que dans son village, on était capable, par la loi du marché, d'amener une bouteille de Coca-Cola, mais qu'on n'a pas été capable d'apporter un traitement antipaludéen, vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Quand vous humiliez les gens, vous créez toute forme de violence. Voilà. Et donc, si nous voulons vivre dans un monde en paix, qui que ce soit, où que nous soyons, il faut un monde qui partage. Aujourd'hui, le monde est profondément inégalitaire, sauf que ça se voit et ça se sait. Il est profondément inégalitaire parce que n'importe quel citoyen qui naît dans le monde, son destin dépend pour 60% de l'endroit où il va naître, de 20% de sa famille s'il a la chance d'avoir une famille, et simplement de 20% de son propre mérite. Eh bien, ce monde qui est profondément inégalitaire, il n'est pas viable. Il n'est pas viable, un monde où 1% concentre 93% des richesses, il n'est pas viable. Il n'est pas viable pacifiquement. Un monde où on épuise les ressources, comme la crise écologique le montre, un monde où il y a de moins en moins de ressources pour de plus en plus de monde, il n'est pas viable. Voilà. Donc un monde qui est basé sur la compétition, sur la prédation, sur l'exploitation, il n'est pas viable. Il n'est pas viable, en tout cas, en paix. Donc le message qu'on porte, c'est de dire la solidarité, ce n'est pas une option, c'est une condition. Et si nous considérons tous ensemble que c'est une condition à la paix, alors dès lors, la solidarité, elle doit être la priorité des politiques publiques, elle doit être la priorité des politiques économiques. On doit se retrouver là-dessus. La science, la technologie, l'économie, la politique doivent mettre cet objectif comme l'objectif principal. C'est le message qu'on porte ensemble. Mais comme on le porte à partir d'une communauté qui représente potentiellement entre 10 et 15 millions de personnes, parce que la bonne nouvelle en France, pour ne parler que de la France, il y a une société solidaire, mais vous ne les connaissez pas. Pourquoi? Parce que les gens qui font des maraudes sur le trottoir pour aller voir les SDF, les gens de Médecins du Monde qui sont au Yémen pour aider ceux qui sont dans des situations de conflit, ce n'est pas des gens qui cherchent une médaille, ce n'est pas des gens qui sont dans la lumière, ce sont des gens qui font ça parce qu'ils ont un cœur qui fonctionne. Mais ensemble, on va montrer qu'il y a aussi une France solidaire, qu'il y a une France qui ne veut pas se replier sur soi, qu'il y a une France qui ne veut pas fermer les yeux, qui ne veut pas croiser les bras. Et ces gens-là, ils ont des solutions pour avoir un monde plus équitable, un monde apaisé, parce que ce sont des gens qui sont au contact des réalités. Donc pour terminer, l'appel des solidarités, c'est premièrement dire,
ensemble, la solidarité, ça doit devenir notre priorité. Et deuxièmement, ces 140 organisations, elles ont aussi des propositions, des solutions qui peuvent nous permettre profondément de lutter contre toutes les exclusions, les inégalités et les discriminations. Le fait d'avoir un projet soutenu par 140 associations et ONG différentes, on pourrait citer Attac, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, mais aussi la SPA par exemple, est-ce que cela ne nuit pas au fond à la clarté du message? Pas du tout, parce que justement, la diversité des expériences, des compétences et des influences qui se retrouvent sur une seule exigence, c'est-à-dire d'avoir un modèle économique qui ne soit pas un modèle qui pille, qui ne soit pas un modèle qui détruise et qui ne soit pas un modèle qui concentre la richesse, parce qu'il ne vous aura pas échappé, vous qui êtes des futurs acteurs du business, c'est qu'on produit de plus en plus de richesses, mais il y a de plus en plus d'inégalités, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. Donc le simple fait que ces acteurs, en qui on peut avoir confiance, parce que qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils ne cherchent pas à être élus, ils n'ont rien à y gagner, ils ne cherchent pas de reconnaissance. Donc leur voix, leur prescription, leur analyse, au contraire, elle peut peut-être, comment dire, donner un bon exemple à la classe politique. Parce que vous aurez quand même observé que la classe politique, elle a ses défauts et ses qualités, mais elle aime bien entretenir ses divisions. C'est bien de pouvoir s'identifier. Tiens, toi, tu es de droite, tu es infréquentable, toi, tu es de gauche, tu es infréquentable. Mais enfin, moi, je les vois en privé, ils sont d'accord sur tout. Mais après, on rentre dans la posture, c'est les jeux du cirque, alors que le monde va mal, qu'il y a des gens qui souffrent. Et bien, si on peut leur montrer qu'au-delà des périodes électorales, on peut se retrouver sur l'essentiel, et que l'essentiel, effectivement, c'est la solidarité, et que la solidarité, il y a un modèle économique qui peut être solidaire, et à l'inverse, il y a un modèle économique qui n'est pas solidaire, qui est un modèle qui concentre la richesse et qui épuise nos ressources. Votre projet comprend 500 propositions que l'on peut découvrir sur le site de l'Appel des Solidarités. Auriez-vous personnellement, en tant que Nicolas Hulot, une sorte de top 3 ou de top 5 des propositions que vous souhaiteriez mettre en place? Oui, enfin, c'est difficile parce qu'il y a des propositions, ce que j'appelle macro, et puis il y a des propositions très, très locales, concrètes. Mais faire en sorte demain que la restauration collective, qui représente en France 4 milliards de repas par an, 4 milliards de repas par an, s'approvisionne exclusivement à une agriculture de qualité et de proximité. Ben voilà un levier pour transformer fondamentalement le paysage agricole français qui va créer de l'emploi, qui va créer de la solidarité parce que ça donnera accès à une alimentation saine à tout un chacun et qui nous épargnera toutes les conséquences environnementales et sanitaires. Ça, on apporte le problème et on apporte la solution. La proposition d'ATD Carmonde, un de nos partenaires dans l'appel des solidarités, de créer, d'expérimenter des territoires zéro chômeur. N'importe qui peut avoir évidemment cet objectif en tête, encore faut-il savoir comment faire. Mais curieusement, ce n'est pas venu du monde politique, mais qui s'en est emparé, et c'est tant mieux puisqu'ils ont voté une loi pour tenter dans différents territoires français une expérimentation de territoire zéro chômeur. Ça part de quelle observation et de quel constat? En France, nous consacrons 33 milliards à peu près d'euros par an pour indemniser les chômeurs de longue durée. Et on consacre à peu près autant à la formation. Sauf que cette formation, la plupart du temps, elle ne débouche sur aucun emploi. Donc ça fait une enveloppe de 65 milliards d'euros qui n'a comme seule utilité que d'indemniser, ce qui est déjà pas mal, des gens qui sont sans emploi, mais ça ne les remet pas dans la vie active, ça ne leur redonne pas de la dignité. Et bien, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet argent différemment? Est-ce qu'on ne peut pas passer un contrat avec des entreprises et leur dire, voilà, vous utilisez cet argent, mais vous formez ces gens-là sur un métier, et un métier dont vous avez besoin, et à l'issue, il y a un contrat à durée indéterminée. Et en contrepartie, eh bien, vous allez avoir un allègement évidemment incroyable, puisque vous allez bénéficier pendant une partie très longue, probablement plusieurs années, de ces indemnités chômage. L'intérêt, c'est que, premièrement, vous redonnez encore une fois, vous remettez ces gens dans un cercle vertueux. À partir du moment où ils vont gagner de l'argent, ils vont aussi participer à la solidarité puisqu'ils vont avoir leur propre cotisation sociale et ils vont avoir du pouvoir d'achat, donc ils vont relancer l'économie. Voilà deux exemples. Troisième exemple, mais là c'est vrai dans des sujets un peu macro,
Mais vous savez très bien qu'on est dans un monde qui va changer, de gré ou de force. Ça, n'ayez aucun doute, malheureusement, le monde de demain, il va être radicalement différent du monde d'aujourd'hui. Il le sera de gré ou de force. Donc je préférerais qu'il soit de gré. Vous savez, Victor Hugo disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». Eh bien, profitons du temps de faire cette révolution à l'amiable. Encore faut-il la programmer et la planifier. Il y a un instrument pour planifier la transition, pour faire émerger les modes de consommation et les modes de production qui participent à la solution, c'est-à-dire qui n'ont pas d'impact sur l'environnement, et modes de production et de modes de consommation qui sont équitables. Voilà. C'est la fiscalité. Ce n'est pas très réjouissant comme sujet, mais enfin on est dans une école de commerce, donc je peux peut-être me permettre d'en parler un tout petit peu. La fiscalité, comme vous le savez, c'est un outil qui a une double vocation. Un instrument de recette pour l'État, mais c'est aussi un instrument de régulation. Eh bien, dans notre pays, 70% des prélèvements obligatoires portent directement ou indirectement sur le travail. Donc ça paraît assez dingue de se dire qu'on est en train de pénaliser le travail alors qu'il faut le libérer, puisque la première attente sociale en France, c'est de trouver de l'emploi. Donc imaginez qu'on soulage les prélèvements obligatoires sur le travail. Vous allez libérer l'emploi. Par contre, vous allez faire perdre à l'État des recettes importantes. Ben, vous déplacez cette fiscalité, rassurez-vous, je ne vais pas être long, mais c'est très difficile pour moi de répondre à des questions d'une manière plus courte. Vous le déplacez sur ce qu'on appelle deux assiettes fiscales. D'abord, la fiscalité écologique. C'est-à-dire vous allez pénaliser par la fiscalité les impacts environnementaux, la pollution, le prix du carbone, les prélèvements des ressources énergétiques, les prélèvements des ressources naturelles. Comme ça, vous allez inciter les gens, s'ils font des efforts, ils vont gagner du pouvoir d'achat ou du pouvoir d'investissement, et vous allez les inciter à une forme de vertu. Et vous accompagnez ça d'une deuxième assiette fiscale, vous allez taxer les revenus qui ne sont pas issus du travail, les revenus de rente. Et dernière chose, vous installez une fiscalité incitative et une fiscalité dissuasive. C'est-à-dire si vous avez une TVA sur les biens et les services qui sont sans impact ou avec faible impact sur l'environnement, et à l'inverse, qui ont un fort impact sur l'environnement, eh bien, petit à petit, vous allez structurer les modes de production et les modes de consommation. Je vous donne ces trois exemples. Il y a des exemples beaucoup plus terre à terre, mais simplement pour vous dire que tout à l'heure, on disait qu'on est un peu utopiste. D'abord, comme dit Théodore Monod, l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Et que si on ne s'ouvre pas jusqu'à l'utopie aujourd'hui, on va aller de déconvenu en déconvenu. Puisque vous nous parlez de fiscalité, j'aimerais vous parler d'une de vos propositions sur votre site, qui est d'instaurer une taxe Tobin, c'est-à-dire de taxer très faiblement les transactions financières. Pourquoi une telle taxe et concrètement, comment vous la mettez en place? Alors, l'idée, d'abord, elle part d'un constat. On parle de solidarité. Et on part du principe que ce n'est pas simplement une exigence morale, c'est une contrainte si on veut avoir un monde qui s'apaise. Bon, et si on veut sortir durablement les gens de toute forme d'inégalité. Dans le modèle économique d'aujourd'hui, on entretient une imposture, une véritable imposture, parce qu'en réalité, la marge budgétaire des États, elle est peanuts. Vous savez que la première dépense de l'État, c'est de rembourser les intérêts de la dette. Bon. Pourquoi? Parce que nous sommes endettés et que nous sommes en déficit budgétaire chaque année. Déjà, quand vous regardez ce que représente pour la France l'évasion fiscale, je ne parle même pas de la tricherie fiscale, je parle de ces entreprises. Et si vous êtes rentré demain dans le monde de l'entreprise, essayez de ne pas participer à cette tricherie légale mais immorale. L'optimisation fiscale, qu'est-ce que c'est? Ce sont les grandes entreprises, et souvent des multinationales, qui s'organisent pour échapper à l'impôt. Chez nous, l'évasion fiscale, ça représente entre 60 et 70 milliards d'euros. La fraude sociale, seulement 150 millions d'euros. Donc c'est exactement cette évasion fiscale équivalent de notre déficit budgétaire. Donc déjà, si on faisait revenir dans le périmètre de la solidarité tout cet argent cette richesse qui est produite mais qui s'est organisée pour ne pas participer à la solidarité, croyez-moi, déjà, nos États, en matière d'éducation,
en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de besoins élémentaires, aurait beaucoup plus de marge de manœuvre. La deuxième chose, c'est qu'un monde ne peut pas être un monde égalitaire quand un trader ou un responsable d'un fonds d'investissement, sur un simple clic, je prends cet exemple parce qu'il est avéré, peut gagner sur un simple clic, puisque maintenant vous savez qu'on fait du trading high frequency, 17 000 fois le salaire d'un ouvrier spécialisé. Ça n'est pas compatible avec les exigences de solidarité. Donc cette finance qui prospère, qui doit un minimum contribuer à la solidarité, si vous mettez une taxation excessivement légère sur cette finance spéculative, et je ne confonds pas la finance d'investissement avec la finance spéculative. Mais moi, pardon, mais le simple fait que quelqu'un puisse acheter une quantité importante de maïs dont il ne verra jamais le premier grain, parce que c'est ça la spéculation, simplement pour le mettre dans un coin, l'isoler, créer la rareté et en faire monter les cours, et une fois que les cours sont montés, on va revendre ce maïs. Ça, ce monde-là, il ne peut pas être solidaire. Ce monde-là, c'est le pire visage du capitalisme et de l'impérialisme. Et je ne rejette pas tout du capitalisme, mais ça n'est pas acceptable. Et pour la taxe Tobin, qui est un instrument parmi d'autres, parce qu'il faut des instruments pour aider les pays du Sud. On n'arrive même pas à mettre 0,7%, comme c'est réclamé par notamment les associations de solidarité internationale, de notre PIB, au service de l'aide au développement. Alors vous allez me dire comment on fait? Seul, c'est difficile. D'ailleurs, c'était votre question. Quand j'étais aux côtés du président Hollande pour préparer la COP21, j'avais fait en sorte qu'il y ait un groupe de coopération renforcée à 11 États en Europe qui étaient à 2 doigts de se mettre d'accord sur une première introduction d'une taxe sur les transactions financières. Mais l'idéal, au moment où on est dans une campagne présidentielle, où on parle très peu de l'Europe, ou en tout cas si on en parle, c'est pour en sortir, et quand on n'en parle pas, c'est pas mieux. Mais s'il y a une raison de faire l'Europe, à 28 en Europe, à 28, vous mettez en place une taxe sur les transactions financières. Le monde de la finance, il ne verra même pas passer. Par contre, je peux vous dire que ceux qui sont condamnés à l'austérité en Europe et ceux qui sont condamnés à la misère dans le Sud, eux, ils vont sentir la différence. Donc ça fait partie de tous ces instruments financiers. Si on ne les met pas en place, on ira de mensonge en mensonge parce que les États n'auront pas les marges budgétaires. Je termine aussi. En 2008, quand il y a eu la crise financière, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais la Banque centrale européenne, elle n'a pas hésité à faire spontanément 2000 milliards d'euros de création monétaire pour sauver les banques. On s'interdit même d'y penser pour aider ceux qui sont en situation de précarité ou même en situation de survie. Mais si nous appliquions une... Heureusement qu'il y a quelqu'un qui applaudit. Si nous appliquions une telle taxe au niveau européen, est-ce que vous ne craignez pas que cela fasse fuir les capitaux, comme cela fut le cas en Suède en 1984, lorsque cette taxe Tobin a été testée? J'en suis pas d'abord convaincu, d'abord parce que l'économie européenne, intra-européenne, c'est 70% de l'économie qui est intra-européenne, donc elle ne pourra pas s'échapper. Je pense que l'Europe, il faut qu'elle montre l'exemple. Moi, je serais très fier que l'Europe prenne ce dispositif. Ça permettra justement de faire le tri entre justement la finance d'investissement qui participe à la solidarité, qui participe au progrès, et la finance purement spéculative. L'Europe ne doit pas avoir peur de ça. Moi, je redeviendrais fier d'être européen s'il y avait cette exigence. Si la seule vocation de l'Europe, et c'est ce qui fait à mon avis que les gens en veulent plus de cette Europe-là, c'est de faire un bras de fer avec le continent américain ou avec l'Asie pour prendre des marchés, parce que, vous savez, le modèle, la mondialisation telle qu'elle est en marche, ce n'est pas une mondialisation solidaire, c'est un jeu à somme nulle. Quand vous prenez un marché là, vous le piquez là. Ce n'est pas un monde de coopération, c'est un monde de compétition. Moi, je pense qu'il y a un modèle économique et un modèle de mondialisation qui doit non pas être un modèle de libre-échange, mais un modèle de juste échange. Et donc, il y a un modèle à réinventer. On voit bien que les peuples n'en veulent plus. Et je pense que c'est notamment dans la campagne l'aspiration très profonde qui est en train d'émerger.
Du coup, l'appel des solidarités que vous lancez avec toutes ces associations et ONG, a-t-il, selon vous, justement vocation à s'appliquer à l'échelle européenne? Ou est-ce simplement une sorte de coup d'éclat en fait, à la veille des élections présidentielles? En fait, j'en sais rien pour l'instant, parce que pour être très franc, l'appel des solidarités, il a été pensé dans la perspective de la présidentielle et des législatives. Simplement parce que toutes ces organisations, la mienne en premier, on s'aperçoit que ça fait des décennies qu'on essaie de réduire un certain nombre de maux, d'inégalités, de crises. Et en réalité, on obtient quelques succès, mais globalement, le modèle continue et continue de détruire, de dégrader et de creuser des inégalités. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux entendu? Donc plutôt que de défier les politiques, il faut essayer de créer une relation de confiance et une relation de collaboration, au bon sens du terme. Donc on n'est pas là en train de les pointer du doigt dans le mauvais sens, parce que d'abord, ils en prennent suffisamment plein la tête comme ça. Nous, on leur propose une plateforme avec des solutions. Et on espère que l'appel des solidarités va devenir une force de rappel, une force de vigilance et une force d'exigence qui va pouvoir, dans le champ sociétal et dans le débat public, être une force dont il va falloir tenir compte. Voilà. Parce qu'il y a de l'intelligence, il y a de l'expérience et il y a de la compétence. Maintenant, on se rend bien effectivement compte, comme ça évoqué tout à l'heure, qu'il y a des choses que l'on peut unilatéralement mettre en œuvre en France, et il y a des choses, évidemment, ça serait plus simple de les mettre en œuvre à l'échelle européenne. Donc, est-ce que nous serons capables de dépasser nos frontières et de créer une dynamique au niveau européen? Au moment où je vous parle, c'est un peu tôt. Ce qui est déjà satisfaisant pour la France, c'est qu'on est parti à 80, et déjà de réunir 80 structures qui ont des cultures aussi différentes, encore une fois, que Médecins du Monde et que Greenpeace, chacun ayant compris qu'en réalité nous avions en commun beaucoup plus de choses que de choses qui nous séparaient, et que surtout la gravité de la situation, elle exige qu'à un moment ou à un autre, on mette de côté nos différences et qu'on se recentre et qu'on se concentre justement sur ce qui nous rassemble et non pas simplement sur ce qui nous ressemble. Où est-ce que ça va nous mener? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pour l'instant. On est en train de créer quelque chose. Si on arrive à créer vraiment une dynamique, parce que le problème, c'est que toutes ces structures, pour l'instant, elles agissaient, elles cheminaient séparément, en s'ignorant. D'abord parce qu'elles n'avaient pas forcément besoin des autres, elles faisaient bien leur boulot dans leur domaine. Mais du coup, on ne pesait pas suffisamment sur le modèle dominant. Voilà. Et là, peut-être qu'ensemble, on va arriver à peser d'une manière plus profonde sur le modèle. Et pourquoi ne pas être passé en fait, par la voie politique que vous aviez presque empruntée finalement il y a quelques années, alors que toute une équipe de campagne était prête derrière vous il y a quelques mois, et beaucoup en fait vous aurez vu comme passant par la voie royale pour faire appliquer de telles régulations finalement? Royal, pas comme Ségolène. Non. Bon. Ça a été un choix pour moi. D'abord, je pense que faire de la politique, il n'y a pas simplement, il n'y a pas qu'une manière de faire de la politique. Il n'y a pas simplement aspirer au pouvoir, ce qui est très, je veux dire, noble. Heureusement qu'il y a des gens qui sont habités par ça. Moi, pour être très sincère avec vous, ça ne fait pas partie de mon ADN. C'est même contraire, je dirais même à ma nature profonde. Moi, je suis plutôt un vagabond et un peu sauvage. Et il a fallu que je me polisse un tout petit peu pour fréquenter cet univers-là, parce que si vous ignorez la politique, elle finit par vous ignorer vous-même. Donc il faut quand même dialoguer. On peut agir de l'extérieur, on peut agir de l'intérieur. C'est très important aussi qu'il y ait des acteurs extérieurs, parce qu'ils peuvent rassembler. Dès que vous êtes à l'intérieur, vous clivez. À partir du moment où vous rentrez dans le champ politique, vous clivez. Moi, les sujets que je porte, mais je ne suis pas le seul, et notamment avec cette galaxie d'ONG, sont des sujets qui sont transversaux, qui sont suprapolitiques. Et on considère qu'on ne peut pas les réduire à un champ politique. Donc le risque que je prenais si je rentrais dans l'espace politique au sens conventionnel du terme, c'est tout d'un coup en faire des sujets partisans. Alors que pour moi, ça ne peut pas être des sujets partisans. En même temps, notre champ d'action, il a ses limites. La preuve en est, c'est que si nous étions si efficaces que ça, le modèle aurait, j'espère, changé depuis longtemps. Mais le champ politique a aussi ses limites, parce que si la politique était aussi efficace que ça,
il y a un moment qu'on n'emprunterait plus le mot crise. Normalement, la crise, c'est un mauvais moment à passer. Et là, force est de constater que la crise, ça devient un état permanent. Bon, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que la priorité, c'est justement d'essayer de connecter la société civile et citoyenne avec le monde politique. Que les uns et les autres se nourrissent, au lieu de s'affronter. J'y ai quand même pensé, pourquoi? Parce que d'autres y ont pensé pour moi. Et pour essayer de faire une réponse la plus honnête possible, j'ai hésité longtemps. Non pas parce que j'en avais envie, pour être franc, j'en avais pas du tout envie. Je savais la violence d'un engagement comme ça, et puis surtout, que ça, encore une fois, ce n'est pas mon mode de vie. Mais si on a des convictions, des inquiétudes comme les miennes, et peut-être à un moment, il ne faut plus avoir d'état d'âme et se dire si je pense que c'est utile de me présenter, alors je me présente. Bon, donc j'ai eu ce dilemme pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Pendant 6 mois, j'étais poussé à me présenter. La difficulté et la raison pour laquelle, pour finir, j'ai renoncé à me présenter, c'est que, contrairement à ce que vous avez dit, il y avait énormément de monde, d'une grande diversité politique, économique, culturelle qui me poussait à me présenter, mais nous n'étions absolument pas organisés. On était dans une improvisation totale. Et une campagne présidentielle, s'il n'y a pas un minimum d'organisation, de moyens, vous avez vu quand même la dureté d'une campagne. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si organisé, j'y aurais résisté, parce que, vous savez, Jean Cocteau disait « il faut toujours savoir jusqu'où on peut aller trop loin ». Et il y a des moments où c'est important de résister, parce que les gens portent en vous beaucoup d'espoir, mais parfois, ils surestiment un peu vos compétences. Et là, en l'état, je ne me sentais pas à la hauteur, et personnellement et collectivement, pour rentrer dans une campagne qui pouvait nous mener on ne sait où. Voilà. Donc j'ai pris cette décision, je ne sais pas si c'est la bonne, je sais simplement que c'était une décision honnête vis-à-vis des gens qui portaient beaucoup d'espoir en moi et je ne voulais pas les décevoir. Justement, vous parlez de désorganisation derrière vous pendant cette question sur la campagne. Donc, comment vous expliquez ce manque d'organisation au sein du groupe Écologie Les Verts? Seulement en fait en France, on pense, on en parlait d'ailleurs avant, de l'Autriche, des Pays-Bas, où justement les partis écologistes ont su s'opposer à la menace entre guillemets de l'extrême droite, qui a été vue comme ça dans beaucoup de médias. Pourquoi, selon vous, le parti écologiste n'a pas ce pouvoir-là en France? Alors, je vais me risquer à une analyse, parce que c'est vrai que c'est un vrai paradoxe. On peut reprocher tout ce qu'on veut aux écologistes politiques, mais enfin, si on les avait écoutés il y a 30 ou 40 ans, à une époque que vous n'avez pas connue, mais des précurseurs, René Dumont, René Dubos et bien d'autres, on ne serait pas dans cette situation de gravité. Même sur un plan climatique, vous retrouverez dans les archives des gens qui nous ont alertés sur tous ces sujets-là. Et puis, on peut reprocher tout ce qu'on veut, mais ils portent des sujets qui sont des sujets d'enjeux universels, ce n'est pas des sujets partisans. Bon. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que, portant un sujet fondamental, ils ont eu aussi peu de succès. Bon. Moi, mon analyse, pour les avoir fréquentés, pour avoir été à un moment même candidat à la candidature et pour avoir été éjecté assez brutalement, il y a plusieurs paramètres. D'abord, je pense qu'ils ont fait de l'écologie une condition d'abord politique, c'est-à-dire qu'il fallait être écologiste et en même temps s'affirmer comme étant à gauche de la gauche. Bon. Et il y a des gens qui peuvent avoir une sensibilité écologiste, mais qui ne se sentent pas forcément liés à ce positionnement politique. La deuxième chose, c'est qu'ils ont, pour les écologistes français, eu un défaut majeur, une difficulté à se mettre du point de vue de celles ou ceux auxquels ils s'adressent. Si vous vous adressez à un agriculteur en le traitant de pollueur, vous n'avez aucune chance d'engager un dialogue et de l'emmener dans un chemin de progression. Si vous considérez que le monde économique, c'est définitivement un monde d'escrocs, vous n'avez aucune chance d'orienter l'économie différemment. Je caricature un tout petit peu, mais c'est très important. C'est très important, la pédagogie, le sens pédagogique, ils ne l'avaient pas. Voilà. Et ils ont mis ce sujet dans un substrat idéologique et dogmatique, de mon point de vue, beaucoup trop fort. Bon. Et puis, je vois même, moi je l'ai toujours dit tout à l'heure, la personne qui m'a présenté rappelait le Paris-Dakar. Au passage, je le remercie, mais je n'ai pas été second.
Je me suis planté à mi-parcours et c'était dans les années 70, donc depuis il y a prescription. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ce qui aurait été terrible, c'est que j'en sois toujours là à faire des courses automobiles. Ce qui est intéressant, c'est d'emmener les gens dans un chemin de progression et de conversion. Mais eux, justement, si vous n'étiez pas nés dans la pureté écologiste, vous étiez à vie bannis. Voilà. Vous n'aviez pas le droit d'évoluer. Bon. Donc il y avait une forme, pas pour tous, mais quand même de stigmatisation, d'ostracisme qui était un peu, rébarbative, répulsive. Voilà. Mais c'est très injuste aussi pour eux, parce que mine de rien, aujourd'hui, la réalité du monde, la réalité de la planète, leur donne raison. Et ce qui est quand même terrible, c'est que jusqu'à il y a peu en France, c'était les seuls qui se préoccupaient d'un sujet qui est quand même, c'est pas simplement de se préoccuper de l'avenir des petits oiseaux, même si l'avenir des petits oiseaux est très important pour le bien-être de l'humanité. Hein, le jour où vous ouvrirez vos fenêtres et que vous n'entendrez plus les oiseaux, croyez-moi, le monde sera triste. Enfin, l'enjeu écologique, c'est ni plus ni moins la prise en compte des conditions d'existence de l'humanité. Ni plus ni moins. Enfin, il faut qu'il y ait un moment ou un autre, les mots aient un sens. Comment expliquer que jusqu'à il y a peu, le Parti socialiste, grand parti de France, n'avait aucune proposition sur un sujet si essentiel? Il sous-traitait ça aux écologistes politiques. Et comment expliquer qu'au moment où je vous parle, une autre grande formation politique, celle des Républicains, n'a pas une proposition digne de ce nom sur l'enjeu écologique? Donc on peut se moquer des écologistes, parfois j'ai été sévère vis-à-vis d'eux, mais je suis 10 fois plus sévère pour cette formation-là, parce que comment se prétendre être moderne quand on ferme les yeux sur un paramètre aussi contraignant du XXIe siècle? En 2012, Madame Eva Joly avait réuni 2% des votes lors de la présidentielle de l'époque. Cette année, M. Jadot, qui représentait le Parti écologiste, s'est rallié à M. Hamon. Est-ce que ce n'est pas dommage qu'il y ait si peu de personnes qui votent pour le Parti écologiste? Et est-ce que cela ne rend pas le discours écologiste moins audible dans la société française? Ce qui est dommage, et je reviens à ce que je viens de dire, c'est que les grandes formations, alors il y a quand même des choses qui ont changé, je vais y revenir, mais notamment, ce qui est même pas dommage, c'est pitoyable, et je dis ça sans esprit partisan, que justement un candidat important et sa formation, non seulement soit indifférent à ce sujet-là, parce qu'on peut être de droite, on peut être de gauche, mais ils sont pour la relance de l'économie. Très bien. Vous pouvez me dire quel modèle économique peut prospérer quand il n'y aura plus de matières premières, qu'il n'y aura plus de ressources naturelles? Parce que le modèle dominant, s'il continue comme ça, en 2050, 90% des ressources sur lesquelles a prospéré notre économie, et pas simplement des métaux rares, prenez même le plomb, le cuivre, auront disparu. On aura épuisé nos ressources. Donc, vous savez, il y a une célèbre formule qui vient des États-Unis, ce qui est assez paradoxal, qui dit qu'il faut être fou ou économiste pour penser qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. Bon. Donc, il y a un moment ou un autre, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie ou prix Nobel de physique pour comprendre que le modèle dominant, qui est un modèle qui épuise nos ressources, n'a pas d'issue. Donc, normalement, l'intelligence, elle est à gauche comme à droite. À droite, ils devraient comprendre que s'ils veulent avoir une économie, elle ne doit pas être basée sur un épuisement des ressources. Bon, voilà. Cette année, quand même, Yannick Jadot s'est effacé. Parce qu'il y a quelque chose dans le parti écologiste tel qu'il a existé qui ne fonctionne plus. Donc il y a quelque chose à rebâtir. Et je pense que le temps n'est pas encore venu, on n'a pas plus besoin des écologistes politiques. On n'en est pas encore là. On n'en aura plus besoin le jour où les autres formations auront une approche intégrale de ce sujet-là. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc il faut rebâtir quelque chose, quelqu'un peut-être le fera. Mais là, cette année, il y a 3 candidats qui ne sont pas issus du mouvement écologiste, qui ont quand même un programme relativement important et relativement nourri sur l'enjeu écologique. Un qui est le candidat officiel du Parti socialiste, donc historiquement, pour la première fois, on a un candidat socialiste qui a une approche assez exigeante de l'écologie. On a Jean-Luc Mélenchon qui avait déjà commencé sa conversion
sur ce sujet-là et qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, qui est également à une approche assez exigeante sur l'écologie, et je dirais d'une manière un peu moins spontanée et un peu moins cohérente, mais je suis aussi quand même forcé d'admettre qu'il y a des mesures importantes chez Emmanuel Macron, donc on ne peut pas dire que l'écologie est totalement absente. Mais il y a 4 ans, donc il y a 5 ans pour les présidentielles de 2012, vous aviez affirmé que vous votiez pour M. Mélenchon. Qu'est-ce qui, en fait, en un quinquennat, fait que maintenant, vous n'assumez plus en fait ce vote tout simplement Non, parce qu'il y a 5 ans, j'ai dit après coup pour qui j'avais voté. Oui. Non, mais ce qui est très important, peut-être que je le dirai après coup, mais mon rôle n'est pas de me substituer. Je n'ai pas à vous dire pour qui voter, enfin, pour qui je me prends. Non, mais quel serait, par exemple, le candidat le mieux placé? Vous êtes une référence dans le monde de l'écologie. Non, mais j'entends bien. D'abord, il faut que vous sachiez qu'avec les 140 ONG qui sont réunies dans l'appel de solidarité, on a un pacte de neutralité. Voilà. Nous, encore une fois, on considère que ce qui est plus important, c'est de définir ensemble pourquoi on veut voter, quel monde on veut demain. Bon. Après, on verra, et chacun doit être capable d'identifier, justement, on est suffisamment nourri d'informations pour distinguer dans les 11 candidats quels sont celles ou quels sont ceux qui sont, comment dire, le plus cohérents avec un monde de solidarité. On peut en creux très très vite voir, je ne vais pas dire celle, mais si je peux le dire aussi, la solidarité, c'est pas, on ne fait pas de tri sélectif. Hein. C'est une loi universelle, la solidarité. On est solidaire ou on ne l'est pas. On n'est pas simplement solidaire avec ce qui nous ressemble. On est solidaire avec ce qui nous rassemble. Bon. Donc je pense que derrière ces phrases-là, les gens sont suffisamment fins pour voir où est-ce qu'il y a un modèle, où est-ce qu'il y a une propension, où est-ce qu'il y a une exigence de solidarité, et où est-ce qu'au contraire, il y a une volonté de repli sur soi. Voilà. Fermer des frontières, ça n'est pas être solidaire. Voilà. Et donc, on comprendra où est la solidarité et où elle n'est pas. Bien. Car justement, vous avez toujours été un conseiller convoité dans le domaine de la solidarité, d'ailleurs en termes généraux, donc pour le monde de l'écologie, bien sûr. Vous dites avoir rencontré de nombreux candidats, ou du moins leur avoir parlé, vous en citez certains. Et bon, ça a été sous-entendu à la fin de à la fin de votre dernière réponse. Pourquoi ne pas avoir rencontré Madame Le Pen? D'abord parce que j'ai rencontré des candidats qui ont souhaité me voir. Et donc, ça n'a pas été le cas de Marine Le Pen. Et je comprends qu'elle n'ait pas souhaité me voir, puisque si on me demande ma définition d'être écologiste, qu'être écologiste, pour moi, être écologiste, c'est être radical en humanité. Et donc, pour moi, Marine Le Pen et être radical en humanité, c'est un oxymore. Nous avons lu sur le site de votre appel que vous vouliez oser le Big Bang démocratique et adapter nos institutions au XXIe siècle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et est-ce que cela est similaire à la 6e République qui est prônée par M. Mélenchon? Sur beaucoup de points, ça converge. Ce qui est très clair, ça part d'un constat. Et ce constat, il est partagé par beaucoup d'ONG, mais c'est aussi le fruit de ma propre expérience. Puisque comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion, soit officieusement, soit officiellement, de côtoyer un peu des hommes ou des femmes de pouvoir, et de voir aussi les difficultés du pouvoir, parce que c'est pas simple non plus. Hein. Vous savez, il faut se poser la question, pourquoi, pour finir, tous les 5 ans, on se prend notre petite dose d'illusion, hein, et puis pourquoi le retour sur Terre est violent au bout d'1 an, au bout de 2 ans, et pour finir, celui qu'on a élu 5 ans avant, on lui monte la porte 5 ans après. Bon, c'est pas forcément parce que ces gens-là sont de mauvaise volonté, et c'est pas parce qu'ils sont plus idiots que d'autres. C'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre système. C'est important de se poser cette question-là, parce que le désir narcissique d'un homme politique, c'est d'être réélu et d'être réclamé à l'issue de son premier mandat. Bon. Et là, on voit bien que successivement, ceux qu'on a aimés, on les déteste quasiment dans la foulée. Bon. Donc, posons-nous la question. Premier constat, c'est qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé, c'est la précipitation, l'accélération du temps. Les choses vont trop vite. Les hommes politiques sont comme des gens qui seraient happés dans un fleuve en crue, et ils sont dans le réactif, mais ils ne sont pas dans le prospectif. Vous ne pouvez pas toujours conduire
un véhicule pied au plancher avec un bandeau sur les yeux. Il y a un moment ou un autre, ça ne va pas. Donc, il y a dans notre logiciel un nouvel invité qui s'appelle le futur, le long terme. Et aujourd'hui, combiner le court terme et le long terme, c'est très difficile. Donc il faut adapter notre démocratie aux enjeux du long terme. C'est pour ça que, notamment dans les préconisations que nous avons, une idée, c'est de transformer le Conseil économique, social et environnemental dans une chambre du futur, à partir du moment où on va y faire rentrer également les citoyens, et notamment, justement, cette société des solidarités. Mais il faut donner un pouvoir politique au Conseil économique, social et environnemental. Parce que pour l'instant, il fait beaucoup de travaux, beaucoup de préconisations, mais ça n'est absolument pas entendu, écouté, pris en compte par l'exécutif ou par le législatif. Ça, c'est important. Il faut comprendre ce qui s'est passé depuis quelques décennies. Il y a eu une désynchronisation entre la science et la conscience. Normalement, la conscience, c'est un filtre qui doit précéder les applications de la science et notamment de la technologie. Aujourd'hui, ça va trop vite. Les changements sociétaux, les changements technologiques vont tellement vite que les politiques ne pilotent plus. Ils réagissent. Bon. Donc il faut que dans une démocratie, mais ça vaut pour les institutions internationales, il faut qu'il y ait un endroit apaisé, documenté, où on dialogue et où on co-construise les réformes. Pourquoi est-ce que notre pays est inapte à la réforme? C'est qu'en réalité, quand on consulte les citoyens, on a déjà tout ficelé et on leur fait croire qu'il y a un véritable débat, mais il n'y en a pas. Donc il faut que notre démocratie, elle s'adapte à la précipitation du temps et aux enjeux du long terme et qu'elle planifie la transition. Je prends un simple exemple. Vous savez que moi, je suis pour changer totalement notre modèle énergétique. Et voilà un sujet passionnant parce qu'on peut sortir des énergies fossiles et on peut, j'en suis convaincu, sortir de l'énergie nucléaire. Mais pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça. D'abord parce que quand bien même on voudrait sortir de l'énergie nucléaire, il y a des hommes et des femmes derrière. Donc il ne suffit pas de leur dire « merci, vous fermez la porte lundi matin et rentrez chez vous et allez à Pôle emploi ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça doit se planifier. Les reconversions doivent se planifier. Donc pour planifier les choses, il ne faut pas être dans la précipitation. Donc oui, il faut une démocratie où on anticipe, où on associe les citoyens, ça s'appelle la démocratie élaborative, la démocratie participative. Et ça serait une manière très intelligente d'aider le pouvoir. Voilà. Parce que un homme, même un président, il est débordé. Un ministre, il est débordé. En fait, il se fait sa religion par ce que les conseillers lui amènent tous les matins. Mais moi, je vois même dans ma petite tâche que j'avais quand j'ai préparé la COP21, mais la somme de documents que je devais digérer, c'est impossible. Et donc, à un moment ou à un autre, vous parez au plus urgent. Sauf qu'à force de sacrifier l'urgence à l'essentiel, eh bien, l'essentiel, c'est l'urgence. Vous nous avez parlé de transition énergétique et aussi de sortir du nucléaire. En 2012, une des promesses de François Hollande était de fermer la centrale de Fessenheim. Cela n'a toujours pas été fait, même si cela a été acté au journal officiel. Mais il semblerait que la centrale ne ferme pas à court terme. Est-ce que vous pensez que l'on doit fermer cette centrale le plus rapidement possible? Et est-ce que l'on doit suivre le modèle allemand et sortir du nucléaire? La fermeture de Fessenheim, c'est un accord qui a eu lieu entre les socialistes et les écologistes d'Europe Écologie lors de la dernière campagne. C'est un symbole, mais ça n'est pas une politique. Si on doit fermer des centrales, il faut le faire sur un certain nombre de critères et des critères de sécurité. On doit rentrer dans une réduction de la part du nucléaire dans la production énergétique, tout le monde est d'accord. Mais une vraie réduction. Mais il faut le faire sur des critères, encore une fois, de sécurité et pas des critères symboliques. Mais il faut le planifier. Donc, si, comme on s'y est engagé dans la loi sur la transition énergétique qui a été votée à l'unanimité, dans cette loi, on a décidé de réduire notre consommation et donc notre production. Donc on va réduire notre production et notre consommation. On va diversifier notre bouquet énergétique puisqu'on va faire monter les renouvelables en puissance. Mécaniquement, si vous réduisez la production et qu'en plus vous diversifiez, mécaniquement, vous allez fermer des tranches de nucléaire. Bon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut planifier sur 20 ans. Et on verra si on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à fermer la dernière centrale.
Moi, je suis, évidemment, je veux qu'on sorte du nucléaire, je vais expliquer en 2 mots pourquoi, mais pas n'importe comment. Voilà. Parce que j'aurais préféré qu'on n'ait pas ce parc-là, mais il nous a rendu service, mais je considère qu'il y a eu suffisamment de démonstrations que quand il y a une erreur, qu'elle soit humaine ou qu'il y a un imprévu qui vient, on perd la main. Une petite parenthèse. Toute société doit prendre des risques. Ça n'existe pas, une société qui ne prend aucun risque. Sauf que quand on se trompe, les conséquences d'un risque, elles doivent être limitées dans le temps et dans l'espace. Je prends un exemple très cynique. AZF, pour ceux qui s'en souviennent, une explosion à Toulouse, tant de morts, je ne sais plus combien, et tant de conséquences économiques. Mais le lendemain, on a fait un bilan et c'est terminé. On n'en parle plus. Tchernobyl ou Fukushima, vos petits-enfants verront qu'on n'aura toujours pas éteint le réacteur de l'un et de l'autre. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'une civilisation. Une civilisation, elle ne peut pas transmettre un cadeau empoisonné à la génération suivante. Quand on n'est pas capable de contenir les conséquences d'une erreur, ce n'est pas une idée de civilisation. Et Fukushima, c'est un exemple. Des millions de tonnes d'eau chargées de radioactivité se déversent tous les jours dans l'océan Pacifique. Quel effet ça va avoir simplement sur la planète? Voilà. Donc, pour moi, le nucléaire, ce n'est pas la réponse au changement climatique. Deuxièmement, au passage, nous ne sommes même pas sûrs en France de pouvoir sécuriser l'approvisionnement dans les matériaux fissiles dont on a besoin, uranium et plutonium, pour pouvoir faire tourner les centrales nucléaires, parce qu'on est dans un monde maintenant qui n'est plus le monde où on allait faire ses courses comme ça dans certains pays. Tiens, là, il y a de l'uranium, allez hop, on envoie quelques financiers, on va passer un petit contrat avec le gouvernement, on va leur laisser quelques miettes. C'est fini ce temps-là. Donc, c'est quoi le modèle idéal? Et j'en fais un tout petit mot. Un modèle idéal qui serait un modèle justement qui va contribuer à la paix, c'est un modèle où chaque État, mais je dirais même chaque village, et à terme chaque citoyen, va pouvoir produire lui-même son énergie et l'autoconsommer. Tous les jours, le soleil nous envoie 8000 fois ce dont nous avons besoin en termes d'énergie. Donc le défi, c'est de capter 1/8000e de ce que le soleil nous envoie. Si vous révisez l'histoire récente du monde, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tous les conflits auxquels nous avons assisté, ou en tout cas la grande majorité des conflits, et notamment au Proche et au Moyen-Orient, sont directement ou indirectement liés au pétrole, au gaz, au charbon. Donc si demain on est capable de s'affranchir des énergies fossiles, c'est autant de sujets de conflit dont nous allons nous exonérer. Donc c'est pour ça que la transition énergétique, c'est un facteur de paix. Parce qu'à partir du moment où n'importe quel pays, un petit pays africain, va pouvoir être autonome sur un plan énergétique, il ne va plus être dépendant des grandes puissances, il ne va plus être pieds et mains liés. Mais même nous, la France, dans le conflit ukrainien qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, on a baissé les yeux sur nos valeurs. Tant nous avions peur que la Russie ferme le robinet du gaz. Eh bien, si demain la France, comme on pourra le faire en 20 ans ou 30 ans, est capable de produire son énergie à partir d'une énergie qui est gratuite, il faut des machines pour la capter, mais le vent est gratuit, le soleil est gratuit, le mouvement des vagues est gratuit, le gradient thermique des océans est gratuit, la géothermie est gratuite. Ça, c'est la révolution. Et ça, c'est une super révolution. Au début de votre réponse, vous avez fait allusion à votre travail lors de la COP21. Elle a été justement signée il y a environ 1 an. Quel bilan en faites-vous justement aujourd'hui? Contrasté. Contrairement aux images que vous avez montrées quand il y a eu la signature, j'étais en coulisses et je n'ai pas fait des bonds de joie parce que je savais que le plus dur restait à faire. C'était un succès diplomatique indéniable. Je suis bien placé pour vous dire que de mettre 196 États autour d'un texte commun, partager une feuille de route et partager au constat, ça tient de la mission impossible. Donc ça tient du miracle. Et à l'inverse, si l'accord de Paris n'avait pas eu lieu, je pense que nous aurions perdu tellement de temps que là, on aurait perdu la main sur l'enjeu climatique. Pour autant, on ne l'a pas gagné. Parce qu'à Paris, on s'est fixé une feuille de route, déjà insuffisante en termes d'objectifs. Mais au moins, ça crée une dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qui ont été pris par les États qui vont
conditionner les investissements, les politiques économiques et les politiques énergétiques. Ce qu'on espérait, c'est qu'une fois que le mouvement était parti, ce qui est important, c'est de mettre le train en marche, il s'accélère. Malheureusement, entre-temps, on a élu, enfin pas nous, est arrivé à la tête des États-Unis Dr Folamour ou Dr Frankenstein, qui nous met dans une éprouvette géante puisqu'il a décidé de faire une expérience grandeur nature en redopant le modèle énergétique des énergies fossiles, puisque quelque part, il a enlevé tous les verrous qu'avait mis Obama pour tenter petit à petit de sortir du modèle des énergies fossiles. Donc c'est une très mauvaise nouvelle qu'il faut modérer parce que, heureusement, aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs. Et heureusement, les États et les villes des États-Unis ne sont pas tous dans cette ligne-là. Et heureusement, la Chine a pris un axe et elle n'en démordra pas. Maintenant, voilà, je suis incapable de vous dire, compte tenu que ce qu'on va décider, ce que le monde va décider dans les 15 prochaines années est déterminant dans l'irréversibilité des phénomènes. Donc, on a une fenêtre d'opportunité qui est très courte et c'était vraiment pas le moment d'avoir un Donald Trump à la tête des États-Unis. Voilà. Est-ce que ça va être suffisant pour enrayer le processus? Je ne sais pas, parce que les États-Unis eux-mêmes sont frappés par des conséquences déjà des changements climatiques. Je vous donne un simple exemple. En 2000, le coût des conséquences des événements climatiques aux États-Unis, c'était entre 10 et 20 milliards de dollars, des inondations, des périodes de sécheresse. En 2012, rien qu'avec l'ouragan Sandy et la sécheresse dans le New Jersey, ils étaient déjà à 200 milliards de dollars. Et je crois que pour l'année 2015, ils sont déjà à 400 milliards de dollars. Voilà, incendies, inondations, etc. Et puis aux États-Unis, et je termine, les plus climato-conscients aux États-Unis, ce sont les militaires qui ont une profonde conscience que le changement climatique, c'est ce qui peut achever de mettre le feu aux poudres dans les relations entre États. Pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ceux qui subissent les conséquences, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont aucune responsabilité et à un moment ou à un autre, ils peuvent se révolter. Voilà. Toujours à l'échelle internationale, il y a en projet un traité, le CETA. Il y a d'ailleurs un support qui va s'afficher et Julien va vous expliquer en quoi consiste rapidement ce traité. Le CETA est un accord qui a été signé en 2016 entre l'Union européenne et le Canada. Il n'a pas encore été ratifié par les parlements des divers États membres. Le but de cet accord est d'augmenter les échanges de biens et de services entre l'Union européenne et le Canada de 25% en supprimant 98% des barrières douanières existantes. Vous allez jusqu'à qualifier cet accord de climaticide. Pourquoi ? C'est vraiment un exemple type que ceux qui ont signé l'accord de Paris n'ont pas compris ce que ça allait nous impliquer. Ils pensent qu'on va pouvoir lutter contre les changements climatiques simplement avec quelques petites corrections. Pour limiter les changements climatiques, comme c'est ce que la science nous demande de faire si on veut éviter un chaos généralisé à 1,5 degré d'élévation de température par rapport à l'ère pré-industrielle, il va falloir notamment laisser sous terre entre 70 et 80% des énergies fossiles que nous avons facilement accessibles, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir notamment favoriser les circuits courts, relocaliser une partie de l'économie. On ne va plus pouvoir avoir des flux de matières premières tendus comme l'on a. Je prends un exemple, 2 exemples. Au moment où je vous parle, vous devez avoir des porte-containers qui se croisent dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, chargés d'appareils électroménagers qui vont venir de Corée du Sud pour inonder le marché européen. Vous allez en avoir un autre, tout autant chargé, qui va amener des appareils électroménagers qui viennent d'Europe pour le marché asiatique. Tous les jours, sous le tunnel de Fourvière à Lyon, vous avez des camions de tomates qui ont été produites sous serre en Scandinavie, qui descendent pour alimenter le Portugal, et des camions de tomates qui montent d'Espagne pour alimenter également certains pays scandinaves. Cette aberration-là, elle n'est pas compatible avec l'enjeu climatique. Dit autrement, le libre-échange n'est pas compatible avec le changement climatique. Mais de surcroît, ce traité-là
C'est un traité, oui, qui est totalement incohérent. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des traités de nouvelle génération. Jusqu'à présent, les traités de libre-échange, c'était des traités où on essayait d'harmoniser les taxes douanières, dans un sens et dans l'autre. Là, c'est très différent. C'est que ce traité, c'est non seulement on harmonise les taxes douanières, mais on va harmoniser les normes sociales et environnementales. C'est-à-dire que les normes environnementales que l'Europe s'est fixées, si elles sont supérieures à celles que le Canada, pour ne parler que du Canada, s'est fixées, elles n'empêcheront plus les produits canadiens de venir sur le marché européen. Donc à quoi bon contraindre nos industriels ou nos acteurs économiques à respecter des normes environnementales si on ouvre les portes à des biens ou des services qui ne les respectent pas? Donc c'est là qu'on voit bien qu'entre les intentions et la réalisation, il y a encore un gap. Parce que de bonne foi, ceux qui sont pour le CETA, ils sont encore dans l'ancien modèle. Ils sont de bonne foi, ils ne voient pas l'incohérence. Mais c'est totalement incohérent. Donc notre rôle à nous, ce n'est pas par principe, c'est de dire c'est pas possible, on n'y arrivera pas comme ça. Et de toute façon, l'intérêt aujourd'hui, c'est sur certains biens et services, c'est de favoriser plutôt les économies de proximité. Ce modèle-là, il n'est pas viable. Voilà, il n'est pas viable. Mais j'entends bien qu'avant que les grands responsables politiques qui ont été formés en général sur un moule unique puissent comprendre que là, il y a une incohérence, je crains que beaucoup d'eau soit passée sous les ponts, mais même parfois au-dessus des ponts. Cette idée de proximité, de défendre finalement aussi des mesures très concrètes, est revenue dans le débat présidentiel à plusieurs reprises, grâce à ce qu'a appelé les médias, les petits candidats. L'effet Poutou, finalement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que selon vous, c'est un peu une mode, une tendance, ou est-ce que c'est une vraie nécessité qui vient de la population? Qu'est-ce que vous mettez derrière l'effet Poutou? C'est, comment dire, c'est-à-dire plus cette politique politisante peut-être, voir toujours les mêmes visages, le côté peut-être décontracté aussi, qui lui a été parfois reproché, parfois admiré. En fait, tout ça, ce changement. Moi, ce que j'identifie derrière Poutou, c'est que les gens s'identifient, enfin se reconnaissent. Et que Poutou est porteur et témoin des réalités quotidiennes d'un monde que je suis désolé de dire ça, je dis ça sans aucune démagogie, mais que la classe politique ne connaît plus. Elle en est trop éloignée. Et donc, heureusement qu'il y a un Poutou pour, à travers une simple phrase, remettre les choses à leur juste dimension. Cette phrase, elle est pétrie de bon sens, de vérité. Tout le monde s'est reconnu. Non, nous n'avons pas d'immunité ouvrière. Encore une fois, comprenez bien, moi je sais même pas où je me situe sur l'échiquier politique, très sincèrement. Quand on me dit, mais t'es anticapitaliste, ça dépend, sur quoi? Je suis contre un Monsanto, parce que Monsanto met en coupe réglée les ressources alimentaires de la planète, fait du fric avec ce à quoi dont dépend notre vie. Je suis contre le capitalisme quand simplement, parce que les actionnaires, tout d'un coup, n'ont pas les dividendes ou les royalties prévues, on va licencier une boîte qui, pour autant, fait plein de bénéfices. Oui, là, je me reconnais vraiment dans Poutou. C'est ça qui crée la haine. Je ne suis pas contre qu'il y ait des gens qui gagnent un peu plus d'argent que d'autres, bien entendu. Il faut bien qu'on ait une carotte, parce qu'on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas, il ne l'empêche pas. Mais ce sont les excès. Il faut des limites dans tout. Quand je vous parlais du gars qui va gagner 15 000 fois ou 17 000 fois le salaire d'un ouvrier spécialisé parce qu'il a touché le jackpot dans un placement, ce n'est pas acceptable. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui gardent le pied sur terre. Donc je suis désolé de dire que, sans démagogie, heureusement qu'il y a une Nathalie Arthaud et un Poutou aussi, pour de temps en temps, remettre les choses à cela, parce qu'on a l'impression, et là je veux, comment dire, désigner personne, mais chacun le reconnaîtra, qu'il y a des gens qui sont hors sol. C'est-à-dire, je suis sûr, sincères quand ils disent qu'ils sont honnêtes, mais ils n'ont pas les mêmes critères d'honnêteté que nous. Très bien, merci beaucoup. Ce sera donc notre dernière question. Vous nous avez parlé de Monsanto et j'aimerais que nous parlions des lobbies. Est-ce que vous pensez qu'en France, et peut-être plus généralement en Europe, les lobbies nous bloquent? C'est évident. Prends un exemple. Nous, les ONG,
on se met à plusieurs pour mutualiser ce qu'on appelle un lobbyiste à Bruxelles, parce que ça coûte cher, sur des sujets d'intérêt général, là où par exemple Monsanto a des cabinets d'avocats qui ont pignon sur rue, dont la seule occupation, c'est d'inviter des députés européens à déjeuner, à dîner, et à les convaincre avec force d'arguments, parfois pas forcément très rationnels, que si on n'introduit pas les OGM, que si on n'utilise pas toutes sortes de pesticides et insecticides, le monde va crever, qu'on va avoir une famine gigantesque. Voilà. Et c'est vrai que l'écologie est à la croisée de toutes les grandes firmes multinationales. Quand ce n'est pas les semenciers, c'est le secteur agricole. Le monde paysan est pris en otage aujourd'hui par les grands semenciers ou les grands céréaliers qui ont regroupé dans une fédération qui s'appelle la FNSEA une grande partie du monde paysan, mais ils sont par commodité, mais pas du tout par adhésion. Et quand vous voyez que les céréaliers captent 70% du budget de la politique agricole commune et qui ne représentent que 20 ou 30% de la profession, oui, c'est pas normal. Et quand ils envoient les tracteurs bloquer les entrées de ville, ils ne représentent pas le monde paysan, parce que le monde paysan, il est désespéré d'être dans cette situation-là. Donc oui, c'est un problème démocratique, parce que au fil du temps, le pouvoir s'est vu dépossédé d'un certain nombre de ses prérogatives. Et il y a des groupes très puissants qui ont évidemment la capacité de dire je vais délocaliser. Voilà. Je fais ce chantage-là. Donc si vous me mettez telle norme sociale, environnementale, je me barre. Voilà. Ça, c'est effectivement le pire visage du capitalisme. Très bien, merci. Nous allons passer aux questions du public. Bonsoir Monsieur Hulot. Vous avez parlé dans votre intervention je suis là, voilà, de la croissance économique pour nous dire que la croissance à l'infini, ça n'existe pas et que donc il faut changer de notre modèle. Est-ce que le monde de demain, c'est celui de la décroissance? Je pense en tout cas que la décroissance, elle nous viendra, nous tombera sur la tête si on ne fait rien. Parce que vous comprenez que à partir du moment où notre modèle économique s'est constitué sur l'exploitation de ressources qui elles-mêmes sont finies, les mathématiques imposent ce qu'on appelle un optimum, et après c'est le déclin. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, pour les ressources qui ne se renouvellent pas, et il y en a un paquet, il y en a qui peuvent se renouveler si elles sont bien gérées, comme les ressources halieutiques, mais prenez simplement les terres rares, sur lesquelles repose toute la nouvelle technologie, ordinateurs, téléphones portables et que sais-je encore, sont des ressources limitées. D'ailleurs, détenues à 95% par la Chine, qui a bien compris justement la finitude des ressources. Si on n'a pas une gestion rigoureuse de nos ressources, on va aller vers une forme de décroissance. Ça, c'est clair. L'équation du développement durable, et c'est celle qui effraie d'ailleurs les responsables économiques et politiques, parce que quand on fait l'ENA ou quand on fait une école de commerce, ce n'est pas ce qu'on apprend. L'équation, elle se résume à, c'est le titre d'un livre d'un économiste anglais qui s'appelle Tim Jackson, « Comment prospérer sans croître ». Voilà. Comment on produit de la richesse sans épuiser nos ressources. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a une piste dont on commence à entendre parler, qu'on appelle l'économie circulaire, qui est en soi très intéressante, qui est une aspiration de la nature d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que ce qui nous sauverait, c'est que l'intelligence humaine s'inspire de l'intelligence de la nature. C'est quoi l'économie circulaire, pour faire très court? C'est sortir d'un modèle où on va dépenser pléthore d'énergie pour extraire des matériaux, beaucoup d'énergie pour les transformer, énormément d'énergie pour les distribuer. La plupart de ces biens qui ont été transformés ont un usage unique ou éphémère. Et après, ça devient un déchet et on va utiliser beaucoup d'énergie pour tenter de les détruire. Bon, ça,
c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. L'économie circulaire, c'est d'essayer dès la conception des biens ou des produits de penser à leur réutilisation, c'est-à-dire de les faire rentrer dans une boucle pour que les déchets redeviennent des matières premières. Ce n'est pas une vue de l'esprit. J'ai été à plusieurs reprises en Chine, notamment dans la préparation de la COP 21. La Chine a été le premier pays à se fixer une loi organique avec des objectifs d'économie circulaire, c'est-à-dire des objectifs de réduction de flux énergétiques et de flux de matière, dont l'Europe pourrait s'enorgueillir. Parce qu'ils ont compris, les Chinois, que justement, ils vont ils vont être embutés, parce que, comme en l'espace de quelques années, une classe moyenne a émergé avec une appétence de consommation très importante, qu'ils avaient intérêt à anticiper sur tout ça. Alors, ils le font d'ailleurs pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, ils ont accaparé des terres agricoles en Afrique pour pouvoir nourrir leur propre population. Donc oui, l'économie circulaire, dématérialiser une partie de l'économie, relocaliser une partie de l'économie, ça sera des obligations que nous aurons. Et ça sera plus possible. Je cite souvent cet exemple, mais parce que ça vous montre la société de gâchis dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, les producteurs de langoustines en Écosse envoient leurs langoustines se faire décortiquer en Thaïlande et hop, retour sur le marché européen parce que la main-d'œuvre est moins chère évidemment en Thaïlande. Cette aberration-là, que je pourrais décliner sur plein d'exemples, elle ne va pas être possible demain. Voilà. Donc si on veut justement avoir un monde de gestion, il va falloir sortir voilà, de cette économie. Souvent on me dit, mais est-ce qu'on n'est pas trop nombreux? On est peut-être un peu nombreux. Quoi qu'on fasse, de toute façon, le coup est parti puisque les géniteurs sont déjà là. Donc de toute façon, on sera plus nombreux. Est-ce qu'on peut réguler la démographie? Probablement, mais que par l'éducation, et j'espère sûrement pas par d'autres instruments. Mais il faut surtout s'interroger sur ce que j'appelle les prélèvements indus. Dans beaucoup de domaines, on incarne une civilisation du gâchis. On va citer 2 exemples au hasard, je viens d'en citer d'ailleurs à l'instant. L'agriculture consomme 60% de l'eau de la planète. Pour les agronomes, seulement 3% de cette eau est nécessaire à la croissance de la plante. Donc est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, par la technologie, on peut optimiser le prélèvement de ces ressources? Dans certaines pratiques de pêche, pour 3 espèces comestibles, on va en impacter 154 autres. Est-ce que vous ne croyez pas que ça participe de la civilisation du gâchis? Voilà. Donc c'est là aussi où on va avoir besoin, et on parlait tout à l'heure d'adapter nos démocraties aux enjeux du long terme. Idéalement, il faudrait une institution, une véritable institution, qui prenne en charge la régulation des biens communs. Voilà. Dans les biens communs, il y a les ressources naturelles, il y a les ressources alimentaires, il y a les terres arables, il y a la biodiversité. Voilà. À un moment, ça figurait dans les textes des différentes conférences sur le climat, cette intention d'avoir une organisation mondiale. Malheureusement, cette intention ne figure même plus dans les textes de la conférence de Paris, tant les États ont peur d'être dépossédés de leurs prérogatives. Très bien, nous allons passer à la question suivante. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour toutes vos explications. Moi j'aimerais savoir ce que vous pensez du modèle de l'entreprise sociale et solidaire telle qu'elle commence à voir le jour en France. Donc selon vous, quelle est la situation actuelle de ces entreprises-là et quel est leur avenir en France à court terme comme à plus long terme? C'est un avis, une intuition. Je pense qu'elles vont devenir la norme. Parce que je pense que les consommateurs vont devenir aussi des consommateurs, qu'ils ne vont plus être simplement des automates qui consomment. Il y a eu ce temps auquel j'ai cédé parce qu'il y a une force de persuasion clandestine qui vous fait parfois consommer sans réflexion. Je pense que ce monde est terminé. Je pense que c'est essentiel aussi. Pourquoi? Parce que en réalité, le monde, et notamment le monde occidental, a opéré au fil du temps une profonde transgression. Si vous avez l'occasion, et vous qui allez vous lancer dans le business, je vous invite à lire un livre qui s'appelle « L'esprit de Philadelphie » et qui fait référence
en 1944 à la création de l'Organisation internationale du travail quand il y a eu une déclaration de Philadelphie sur ce que devait être le rôle de l'économie et de l'entreprise. Tout est dit sur ce que devraient être l'entreprise et l'économie. Mais au fil du temps, et notamment quand on a commencé à déréguler, eh bien, on a inversé les choses, c'est-à-dire que l'économie est devenue un moyen, enfin, est devenue une fin et non pas un moyen. Et aujourd'hui, on arrive à une aberration, c'est qu'on indexe les besoins, on indexe l'économie aux besoins de la finance et on utilise les hommes comme du vulgaire capital humain. L'économie, ça doit être un moyen au service du progrès. Si vous avez un code civil chez vous, amusez-vous à aller voir la définition d'une entreprise. L'objet d'une entreprise, c'est le profit. Normalement, en 2017, l'objet d'une entreprise, ça ne devrait pas être le profit. Le profit devrait être un moyen. Donc je pense que cette quête de sens, qui est en fait ce qui fait tant défaut à notre société, à notre monde, à notre civilisation, mais tant défaut aussi à nous-mêmes. Il n'y a pas de pire agression que le non-sens, quand on ne sait pas où on va. On voit bien d'ailleurs, je pense que nous sommes tous dans cette espèce de désarroi, on ne sait pas où on va. Et donc si on n'arrive pas justement à redonner du sens à l'économie, à la politique, à la société, ça ne peut pas bien se terminer. Donc j'ose espérer que les entreprises économiquement et socialement et environnementalement responsables, demain deviennent la norme des entreprises. Nous allons passer donc à malheureusement une dernière question. Oui. Bonjour Monsieur Hulot. Voilà, je suis président d'une association, une petite association qui regroupe une centaine d'adhérents. Je ne suis pas dans une ONG. Et pourtant, je suis sur l'idée de la solidarité et en même temps avec un pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, le Nicaragua. Et voilà, la question, c'est la question de l'eau potable. L'accès à l'eau potable, selon les normes, je dirais, que nous avons, nous, en Europe, on a pratiquement l'eau potable, je veux dire, au robinet. Or, la norme, c'est que c'est à 2,5 km, la norme mondiale, c'est que ça doit être à 2,5 km d'un accès à l'eau potable. Donc, on est très loin dans l'ensemble, je dirais, des pays de la planète sur la question de cette eau potable, de l'accès à l'eau potable, où aujourd'hui encore, des enfants meurent faute d'accès à l'eau potable. Bon, c'est vrai que dans les programmes politiques aujourd'hui, des présidents, des futurs présidents, on n'en parle pas beaucoup. Par contre, vous avez évoqué, et je suis absolument d'accord avec vous, sur la force de la société civile organisée. Quand on est une association, loi 1901, en France, on bénéficie d'une expérimentation qui date de 100 années. Donc, on a quand même la capacité de regrouper des associations, loi 1901, qui travaillent pour la solidarité, que j'ajouterais internationale. On pourra peut-être prendre une ou deux questions après, si je me permets, mais c'est pour vous. On n'est pas à 5 minutes, ça va aller. On fera attendre le train. Là, vous évoquez vraiment ce qu'on appelle un bien commun, qui est l'eau. Vous savez, parfois, j'entends tellement de choses sur les changements climatiques parce que je peux quand même avoir de l'humour et même la pratique de la dérision et de l'autodérision, mais pour avoir vu sur le terrain, et notamment je pense à la bande sahélienne, ce que les changements climatiques ont provoqué, ça paraît rien, 1 degré d'élévation de température avéré depuis quelques décennies dans cette bande sahélienne. Chez nous, 1 degré, je ne sais pas si on s'en apercevrait. Et justement, vous parliez d'1,5 km pour avoir accès à l'eau potable. Ça a contraint des femmes non plus à avoir 1,5 km, mais parfois à faire 17-20 km. Pendant ce temps, elles ne s'occupent plus de leurs enfants. Quand encore elles trouvent à 17 ou 20 km de l'eau potable. Et si elles n'en trouvent pas, dans ces cas-là, elles plient bagages et elles vont aller s'agglutiner aux portes des grandes villes qui n'auront absolument pas capacité à les accueillir. Si on laisse les changements climatiques nous échapper, c'est 4,5 milliards de personnes qui seront dans une situation de stress hydrique. Parce que le changement climatique, entre autres effets, je prends 2 exemples. En Jordanie, la Jordanie
puise principalement son eau dans une nappe qui ne se recharge plus. Le delta du Mékong, le grenier du Vietnam, c'est le delta du Mékong. À cause de quelques élévations de centimètres du niveau océanique, l'eau salée a pénétré toutes les nappes et tous les sols du grenier du Vietnam, donc problème de nourriture et problème d'accès à l'eau. Le Pendjab, qui est le grenier de l'Inde, pareil, eh bien, ils avaient, il y a quelques décennies, puisé de l'eau à 20 ou 30 mètres, ils sont à 200 ou 300 mètres et ils vont bientôt arriver en butée. Donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est un sujet très difficile, parce que tant que ça coule, on ne s'en aperçoit pas. Mais je disais tout à l'heure, moi j'habite en Bretagne, mais là avec l'appel des solidarités, j'ai fait pratiquement toutes les villes de France. Il n'y a pas un paysan qui est venu me voir en me disant « mais nous on n'a jamais vu ça cette année, on a déjà plus d'eau ». Voilà. Alors on s'en sortira, nous, un temps, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet central et j'ai du mal à comprendre qu'on a tous les éléments pour agir, on a tous les indicateurs pour anticiper et malheureusement, dès qu'on baisse la garde, eh ben, on repart comme avant. On va donc passer à une seconde, mais vraiment dernière question. Le monsieur là-bas qui avait levé là. Oui. Bonjour. Oui, alors j'ai une question par rapport aux enseignements qui touchent à la transition écologique, au développement durable. Beaucoup d'étudiants font généralement la critique que l'enseignement de cette matière se fait de manière scientifique ou plutôt institutionnelle ou descriptive sur les grands enjeux, mais pas assez sur la stratégie ou les actions ou les compétences clés pour amener du changement. Est-ce que vous pourriez donner, selon vous, quelles sont les compétences clés et quelques démarches ou processus, si vous en avez la connaissance, qui, selon vous, permettent de former à accompagner cette transition? Je n'ai pas un modèle établi. Je constate comme vous que ce soit dans le cursus scolaire, dans le cursus universitaire, mais même quand vous pensez qu'à l'ENA, la notion de développement durable est optionnelle. Encore aujourd'hui, en 2017. Donc, il en est, je dirais, l'enseignement pour les élèves en primaire, comme dans les lycées, comme dans les universités. Pour moi, la priorité, c'est d'avoir une approche intégrale. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut aborder d'une manière verticale. Ça touche à tout, le développement durable. C'est un changement de modèle de société, c'est un changement de modèle économique, c'est un changement de modèle agricole, c'est un changement de modèle géopolitique. Et jusqu'à présent, mais c'est vrai aussi dans un gouvernement. Pourquoi est-ce que, entre autres, j'ai toujours refusé d'être ministre? Ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez une approche verticale, il faut avoir une approche horizontale. Il faut que le gars qui est à Bercy soit aussi convaincu que vous de la gravité et de l'opportunité. Parce que, curieusement, cet enjeu, si on le prend vraiment en compte, c'est un enjeu qui peut aussi être une opportunité de sortie de crise, parce qu'il va nous obliger à optimiser les choses, à rationaliser, à économiser les choses. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je constate dans l'enseignement, au-delà de ceux qui ont la curiosité, parce que, franchement, j'en suis le bon exemple, moi je n'ai fait aucune étude. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris parce que la littérature est là. Elle est à notre disposition dans tous les domaines. Il y a des gens absolument géniaux qui ont pris un peu de champ sur la trajectoire de nos sociétés et qui, notamment en matière économique, ont un modèle économique qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Voilà. Mais pour l'instant, oui, c'est abordé comme un sujet optionnel. D'ailleurs, les mots sont importants. On parle d'environnement. Moi, j'aime bien et j'aime pas ce mot-là parce que de parler d'environnement, c'est donner le sentiment que c'est un sujet qui nous est extérieur. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est un sujet qui nous est propre. C'est le sujet humaniste par excellence, puisque c'est l'humanité dans ces deux,
définition qui est menacée. L'humanité comme communauté humaine, parce que personne, si on laisse les phénomènes se combiner, très sincèrement, pourrait être la première fortune du monde, vous aurez du mal à échapper aux conséquences. Et puis l'humanité, si on considère que c'est la valeur absolue, le sentiment absolu. Voilà. C'est notre humanité qui est mise en demeure de réagir et de s'exprimer. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Nous allons donc maintenant clore notre conférence. Je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur aide et nous vous demandons de patienter un petit instant le temps que nous sortions avec notre invité. Merci beaucoup. Je peux dire juste un mot parce que j'ai oublié une chose importante, c'est que nous avons lancé un appel de solidarité. L'initiative n'est pas terminée. C'est important que vous souteniez si vous vous sentez en phase avec cet appel. C'est très simple. Comme nous avons constaté qu'il y avait 10 millions de Français qui n'avaient pas Internet, vous pouvez soit aller sur Internet, appeldesolidarités.fr, vous tapez présent, soit vous faites un SMS 32 32 1 et vous tapez présent. Petit geste, petit clic, mais pour nous, grande conséquence. Merci beaucoup. Merci à tous.